Serge Letchimy est satisfait de son bilan à la tête de la région. Qu'en pensez-vous? Eh bien, il a tort d'être satisfait. Parce qu'il faut savoir ce que c'est qu'un bilan. Le bilan, c'est la comparaison entre ce qu'il avait promis, ce qu'il s'était engagé à faire et ce qu'il a fait réellement. Serge Letchimy, le président du NEO-PPN, a été élu en 2010 en faisant une série de promesses. Parce que c'est un as de la promesse, c'est un communicant creux. C'est le titre que je vais donner de l'interview que je donnais au quotidien local. Il avait par exemple annoncé, évidemment, il est dans un pays où il y a beaucoup de chômage, qu'il créerait, il avait dit qu'il allait créer 5000 emplois sur sa mandature. Il avait dit qu'il allait créer 17 zones d'activité économique à mettre au service des entreprises. Voilà et qu'il créerait 2000 logements chaque année. Voilà ce qu'il disait. Il avait surfé sur quoi? Il avait fait faire une étude des besoins, il a fait l'analyse des besoins sociaux, et puis il a mis dans son programme des réponses à tous les besoins sociaux qui étaient analysés. Mais en réalité, 5 ans après, c'est la cata, pour citer l'expression d'Alfred Marie-Jeanne. Les 17 zones économiques, aucune zone n'est sortie de terre. En tout cas, la région n'a fait sortir aucune zone d'activité économique. Il y a une zone qui avait été initiée par la CACEM, non pas par celle de Letchimy. J'ai vu qu'on lui a fait venir poser la première pierre, c'est celle de Choco-Choisy, ce territoire de Saint-Joseph. Mais j'invite tous ceux qui m'écoutent, tous ceux qui m'entendent, à aller à la Croisée-Manioc, ce territoire de Saint-Joseph. Vous verrez, 5 ans après, cette zone n'a reçu aucune entreprise. La seule entreprise, c'est la Poste qui est là-dessus. Et puis dernièrement, on y a mis une station-service. Et puis les riverains ont eu la surprise en plein mois d'août de découvrir des travaux en cours et puis qu'ils sont allés se renseigner, c'était une déchetterie. Donc c'est une catastrophe. Une deuxième zone d'activité économique avait été initiée par Serge Letchimy lui-même en tant que directeur général de la CEMAF. C'est à l'étang Abricot, le terrain est encore en friche. Un terrain avait été acquis par Alfred Marie-Jeanne à Mango-Vulsin. Il l'a trouvé donc dans la réserve foncière de la région, l'actuel président, le président sortant. Il a annoncé à corps et à cri qu'il mettrait là une zone d'activité économique dédiée à l'agro-transformation, aux plantes aromatiques et médicinales dans Mondi Bravo. Le seul problème, c'est que rien n'a été fait. Il n'a même pas trouvé de partenaire pour pouvoir le faire. Voilà le bilan. Alors sur les 5000 emplois, qu'est-ce qu'il a fait pour essayer de faire croire qu'il avait créé des emplois? D'abord, pour évaluer sa politique, il a créé un outil statistique. Il a trouvé que l'INSEE, qui est un service de l'État, l'IEDOM, ou bien la direction du travail, ne sortaient pas de bons chiffres. Les chiffres ne lui étaient pas favorables. Mais il a créé un institut qui s'appelle l'INSEP, l'Institut martiniquais pour l'évaluation des politiques publiques et des statistiques, pour sortir des chiffres. Et évidemment, les chiffres de l'INSEP, qui est à la botte du président, puisque le personnel est payé par le président de la région, ben, il sort des chiffres, il raconte, non pas qu'on a créé des emplois, mais qu'il a généré des emplois. Qu'est-ce qu'il a fait? Il prend la liste de tous les projets des 34 communes, et pour lui, une fois que la région a donné une petite subvention, quel que soit le montant à un projet communal, il dit que c'est son projet. Et il a demandé à chacun des maires de dire combien d'emplois, combien de personnes seront consacrées ou ont été affectées dans les différents chantiers communaux. Et tout le monde sait que les communes n'ayant pas beaucoup de moyens ne font que des petits projets qui durent 2 mois, 3 mois. Au bout de 3 mois, ceux qui avaient été recrutés par les entreprises qui ont fait les travaux, on les renvoie chez eux. Donc, ce n'est pas vrai. Sur le plan du chômage, il n'y a pas eu de réduction. Donc là aussi, c'est un échec. Et puis, c'est un échec dans toutes les infrastructures. Vous savez que Serge Letchimy n'a rien construit de nouveau pendant ces 5 ans. Il s'est contenté de poursuivre les projets entamés par Alfred Marie-Jeanne. Le plus emblématique, c'est le TCSP.
il avait dit qu'il allait donner un coup d'accélérateur et que ce sera terminé avant la fin de sa mandature. Mais sa mandature va se terminer le 6 décembre et le TCSP ne sera pas toujours terminé. Donc malgré toutes les blagues qu'il a faites. Le lycée Schellcher, c'est son plus grand échec. Comme maire de Fort-de-France, il s'était opposé, il avait refusé de le construire. Arrivé comme président de région, il s'est rendu compte que sa responsabilité risque d'être mise en jeu, puisque le lycée peut s'écrouler à n'importe quel tremblement monétaire majeur, va s'effondrer. Toutes les experts l'ont dit. Alors il a voulu changer de méthode. Il a dit qu'il va reconstruire le lycée lorsqu'il sera vide. Alors pour ça, il a voulu faire un lycée de transit à la maternité de Renault. Il devait le faire en 10 mois. Eh bien, il y a déjà 48 mois. Il patine là-dessus et personne ne sait quel jour le lycée de transit va être terminé. Il nous avait annoncé que l'achat du lycée, 5 millions, plus les travaux, ça ferait 12 millions globalement, et ce serait vite fait. Eh bien, d'après les chiffres que j'ai pris dans les comptes administratifs du conseil régional, on est déjà à 35 millions pour ce lycée de transit de Victor Fouche, et personne ne sait quel jour que le lycée est bon. Par contre, les travaux du lycée Schellcher n'ont pas commencé. Il a fait une démolition devant les caméras de la télévision, ça a duré une demi-journée. Les caméras sont parties, mais le lycée est toujours dans l'insécurité. Mais par contre, les architectes, les concepteurs qui avaient fait l'estimation pour Alfred Marie-Jeanne à 60 millions, ont déjà annoncé qu'il faudra maintenant 80 millions pour démolir ou reconstruire le lycée. Là aussi, c'est l'échec le plus important de CFL Chine. Sur le tourisme, quand il était arrivé, il avait dit que l'équipe d'avant avait échoué, il avait raconté toute pique-pointe sur nous, il avait annoncé qu'avant la fin de sa mandature, il sera 1 million de touristes. Eh bien, regardez, au contraire, pendant toute sa mandature, les hôtels ont continué à fermer. Il y a eu Diamond Rock, il y a eu Hôtel Maouba. Il a annoncé plusieurs fois qu'à la près de Simon, il y aurait des hôtels, jusqu'à présent il n'y a rien. Il y a des hôtels qui ont fermé. Alors il avait prétendu qu'il allait les racheter, puis rapidement il allait reconstruire. Mais tout ça, il restait des promesses en l'air. Les salariés ont perdu leur boulot. Ils sont à Pôle emploi. Et lorsque les allocations chômage seront terminées, ils risquent fort, si chef de Chimie est reconduit, de rester en rade, de grossir, continuer à grossir les rangs du chômage. Donc, même dans la formation professionnelle, qui est pourtant la compétence première du conseil régional, il a échoué par rapport à ses promesses. Lorsqu'il est arrivé, on s'en souvient, en 2010, il avait dit qu'il doublerait le nombre des apprentis. Je rappelle qu'il y a 4 centres de formation par l'apprentissage, on appelle les CFA. Lorsqu'Alfred Marie-Jeanne est arrivé au pouvoir, il n'y en avait que 2. Et Alfred Marie-Jeanne en a créé 2 autres. Le CFA BTP à l'Écosse et en partenariat avec la Chambre de commerce, ce qu'on appelle le CFA tertiaire. Nous avions porté le nombre d'apprentis global entre 3500 et 4000. Vous savez actuellement à combien on est? On est redescendu à 2200. Et maintenant, Chef de Chimie accuse les employeurs, mais il n'a pas fait ce qu'il fallait pour encourager les employeurs, pour les inciter à recruter des apprentis. Pire, les centres de formation, il y en a beaucoup qui ont fermé. C'est la catastrophe. Au lieu de donner des stages diplômants, des marchés à passer avec les centres de formation, au contraire, ils distribuent de l'aide individuelle à des demandeurs d'emploi pour qu'ils aillent se former. Avec l'aide individuelle, les demandeurs d'emploi ne sont pas rémunérés et ils ne font pas jusqu'au bout de leur formation. La seule chose qui a augmenté, c'est le nombre d'aides individuelles qu'il attribue de manière opaque, parce que ceci ne se fait pas dans la transparence au sein de la commission de formation professionnelle. Ça se fait de manière opaque. Donc on distribue de l'argent. Un autre point qui conclut sur cette première réponse, c'est qu'il développe un grand clientélisme en distribuant de l'aide à tort et à travers, mais en toute opacité. Les commissions ne savent pas à qui on donne de l'aide. C'est le président qui connaît le nom des entités des gens à qui il attribue de l'aide et il le fait à tour de bras. Et sa dernière trouvaille a été d'adresser
un chèque. Il y a 2 mois de cela, tous les élèves de seconde, de première, pardon, dans tous les lycées, dans les 25 lycées de l'île, hélas, avec la complicité des différents proviseurs, je ne sais pas si la loi leur permet de le faire, qui ont communiqué l'identité et les adresses de chacun des lycéens, et le président de région leur adresse une lettre chèque de 100 € 2 mois avant les élections. Ça, c'est un scandale. C'est du clientélisme pour essayer d'acheter des voix, de nous dénonçons. Pour nous, son bilan est une catastrophe. Le document projet d'Alfred Marie-Jeanne parle d'un nouveau modèle économique, c'est-à-dire... Eh bien, pourquoi il est nouveau? C'est parce que d'abord, nous pensons que la collectivité territoriale de Martinique doit être un incitateur pour relancer l'économie martiniquaise. Mais nous allons le faire en se basant sur 4 partenariats. Parce que la collectivité ne pourra pas développer la Martinique seule. Les partenariats, on va partir du plus loin pour arriver au plus près. Premier partenariat avec l'Union européenne, puisque la Martinique est dans l'Union européenne. Nous sommes, nous, patriotes, partisans de partenariat, d'une convention de coopération avec l'Europe. L'histoire nous a placés dans cette structure, partenariat avec l'Europe et avec l'État. Une convention de progrès à passer avec ces 2 institutions. C'est le premier partenariat. Le second partenariat, il faut tenir compte de l'organisation actuelle de notre territoire. Il y aura la collectivité territoriale de Martinique, mais il y aura les 3 communautés d'agglomération que sont Cap-Nord au nord, Lac-Assem au centre et Espace Sud au sud. Il faut un partenariat solide et avec les 34 communes pour qu'il y ait un schéma global d'aménagement qui soit cohérent pour, en partenariat, nous équipions le pays du nord au sud. Le 3e partenaire, ce sont les entreprises. Il y a 2 types d'entreprises. Il y a les entreprises du secteur privé, secteur marchand. Il faut un partenariat solide avec eux, en prenant en compte les problèmes des entreprises pour leur permettre à la fois de nouvelles entreprises, des investissements, mais faire en sorte que les entreprises existantes soient consolidées. C'est grâce à la commande publique. Mais une commande publique faite de manière qu'elle puisse être intégrée dans les carnets de commande des entreprises. En particulier, nous savons un tissu de petites et moyennes entreprises. Il faut que dans les grands équipements structurants, un allotissement, de manière que les différents lots, lorsqu'on fait les marchés publics, soient accessibles à nos entreprises. Et nous avons l'intention de mettre des clauses qui feront en sorte que nos entreprises martiniquaises puissent avoir le boulot, mais qu'ils recrutent des travailleurs martiniquais, en particulier ceux qui sont en grande difficulté, ceux qui sont les plus éloignés de l'emploi. Même le code des marchés publics actuel permet de mettre des clauses sociales pour favoriser ça. Puis le 4e partenaire important, c'est toutes les entreprises de l'économie sociale et solidaire. De nombreuses associations, tant sportives ou qui interviennent dans le secteur social que culturel, eh bien, elles jouent un rôle fondamental pour à la fois regrouper les jeunes, les retirer des espaces publics, des abris plus au pied des immeubles, pour les mettre dans les activités, pour les aider dans leur parcours scolaire, pour les aider dans l'insertion sociale, mais également dans des activités saines comme le sport et le culturel. Nous allons augmenter les aides dans ces 2 secteurs. Et puis, il y a une fraction de la population dont les associations s'occupent. C'est la fraction de nos seniors, nos aînés. Vous savez que la Martinique a un défi démographique à relever, mais il faut mettre en place ce qu'actuellement on appelle la silver economy, l'économie des personnes âgées. Ils ont des besoins qu'il faut satisfaire. Il y en a qui ont les petites épargnes, il faut leur mettre des services à leur disposition, il faut organiser leur vie, mais il y en a qui malheureusement sont devenus des personnes dépendantes, ils ont besoin des structures, soit pour les maintenir à la maison et financer des aides ménagères pour les aider, et quand ils ne peuvent pas rester dans leur domicile, malheureusement, heureusement tous y souhaitent, mais quand ils ne pourront pas le faire,
mettre des structures d'accueil sur tout le territoire et faire en sorte que grâce aux aides publiques qu'on pourra donner, la participation qui sera demandée à chacun soit plus faible pour le rendre accessible. Et puis, au niveau du logement social, avec les bailleurs sociaux, il faut aussi faire un partenariat, il faut construire davantage de logements, il faut reconquérir les centres-villes, mais surtout une politique de l'amélioration de l'habitat, parce qu'actuellement, il y a encore trop de logements vétustes, trop de logements indignes. Eh bien, il faut une politique hardie, il faut relancer ce qui s'appelle le FRAFU, le Fonds régional pour l'aménagement foncier et urbain, pour aider les communes à reconquérir les centres-villes, les centres-bourgs, pour redonner de la vie à cela. Eh bien, il faut un partenariat avec les communes. Voilà en gros ce que nous appelons le nouveau système économique basé sur le partenariat pour relever les défis démocratiques, défis économiques et défis écologiques. Au siècle du numérique, très peu de personnes atteignent 15 mégas à leur domicile. Chose anormale. Quel est le projet de votre équipe? Bien, je suis très heureux de la manière dont vous formulez la question. Mais vous auriez formulé cette question il y a 10 ans de cela. Ce que vous auriez trouvé anormal, c'est qu'il y ait des Martiniquais qui n'ont même pas accès à l'Internet. Et actuellement, nous sommes déjà au stade où nous revendiquons du très haut débit. Puisque au-delà de 15 mégas, on monte vers les 50 ou les 100 mégas, ou bien plus, c'est du très haut débit. Je rappelle qu'en 1998, lorsque la fête Marie-Jeanne était arrivée aux responsabilités, on parlait même pas de mégas, on parlait à l'époque de l'autoroute de la formation, de l'information, de ça qu'on disait. Et nous avions constaté que on avait laissé simplement à France Télécom, qui n'était pas encore Orange, le soin de régler cette affaire. Nous avons fait un bilan et nous avons vu que confier au secteur privé le soin d'équiper notre pays en réseau à haut débit, eh bien, avait abouti à une catastrophe. Il y avait des zones de la Martinique, comme les zones les plus peuplées, comme Fort-de-France, le centre, où on commençait à mettre ce qui s'appelait l'ADSL à l'époque. Mais le reste de la Martinique, c'était le désert. C'était la fracture numérique, disait-on. Eh bien, nous avons pris l'initiative, parce qu'il y avait une défaillance du secteur privé, de construire un réseau de haut débit en Martinique. C'est les Patriotes qui ont pris cette initiative sous la direction de Alfred Marie-Jeanne, et j'étais personnellement chargé de ce dossier. D'abord, nous avons vu que nous sommes une île, et il faut nous relier avec le monde entier. Il n'y avait qu'un seul câble sous-marin qui servait à la fois à relier pour les voies téléphoniques et puis le début de l'Internet par la DSL, comme on disait à l'époque. Eh bien, la première démarche a consisté à construire un deuxième câble sous-marin. Là, on fait un partenariat avec la Guadeloupe et avec les îles de la Caraïbe qui nous entourent. Et nous avons pu monter un dossier qui avait des fichiers de financement européen et nous avons construit le câble qu'ils appellent Middle Caraïbe Network. Ça, c'était pour l'accès au territoire, l'accès et la sortie au territoire de toutes les informations. Et puis, constatant que toute la Martinique n'était pas couverte de réseaux de fibre optique, ben nous avons lancé une délégation de services publics et c'est nous qui avons choisi un groupement d'entreprises pour construire ce réseau. Le réseau de haut débit. Actuellement, la Martinique est couverte de réseau de haut débit, qu'on appelle, et il y a une entreprise qui le gère, qui s'appelle Martinique Numérique, c'est nous qui avons fait ça. Et puis, il faut maintenant, il a passé à la troisième étape. C'est l'étape du très haut débit, c'est à ça que vous faites allusion. Eh bien, nous soutenons le projet, parce qu'il y a là aussi des failles du secteur privé. Le secteur privé ne s'intéresse que là où il y a un potentiel de clients important, le centre de la Martinique, il faut couvrir toute la Martinique. Eh bien, le réseau de très haut débit de la Martinique, c'est dans notre projet, pour développer la fibre optique sur tout le territoire, pour desservir toutes les entreprises. Et ce qu'on appelle le FTTO, Fiber to this Office, la fibre optique jusqu'à chaque bureau. Mais aussi le FTTH, Fiber to this House, la fibre optique dans chaque immeuble.
Nous avons déjà regardé, il faut 6 ans pour couvrir toute la Martinique. Eh bien, ce projet est dans notre programme. Nous prenons l'engagement dans la mandature là, qui vient pour la CTM. Nous allons couvrir et desservir tous les Martiniquais, quel que soit l'endroit où ils habitent, pour qu'ils aient le très haut débit. Alors vous parliez de 15 mégas, l'ambition c'est de dépasser les 100 mégas, la fibre optique le permet. Et il va falloir former des techniciens martiniquais, déjà pour qu'ils puissent savoir poser la fibre optique, tirer les câbles en fibre optique, mais également assurer la maintenance des appareils. Dans notre programme de formation, les techniciens du haut débit, techniciens numériques, eh bien, seront formés sous plusieurs formes, soit par l'apprentissage, soit comme stagiaires de la formation professionnelle pour les demandeurs d'emploi, ou en formation continue pour les salariés des entreprises qui veulent se mettre dans le secteur. Si le Grand Assemblée gagne, quelles seront vos grandes priorités? Nos grandes priorités, évidemment, ce sera de relever le défi économique. Premier défi. Faire arrêter cette récession et lancer rapidement des chantiers et du commande public accessibles à nos entreprises. Les soutenir financièrement. Et notre projet, nous sommes les seuls à proposer que, compte tenu d'une épargne qui dort dans les banques, et qui souvent, comme les banques sont pas que les banques martiniquaises, sont des antennes de banques françaises, ils utilisent l'épargne martiniquaise pour développer ailleurs, eh bien, avec le Grand Assemblée, nous lancerons un emprunt obligataire, c'est-à-dire un emprunt qui va s'adresser aux Martiniquais et qui auront un taux de rémunération de cet emprunt. Et pour investir, et nous pensons qu'il est déjà possible dès la première année, grâce à cet emprunt obligataire, d'investir au moins 450 millions d'euros pour relever le défi économique. Mais il y aura aussi le défi démographique. Il faut une politique familiale de l'enfance, de l'éducation, des conditions d'accueil de la petite enfance, pour que les familles n'aient plus cette crainte d'avoir des enfants en ne savant pas quel est l'avenir. Donc il faut mettre des conditions pour une politique familiale. Mais par-dessus tout, pour les jeunes qui sont déjà en place, il faut une politique hardie dans l'éducation. Le projet qui avait été initié par notre camarade Carole lorsqu'il était conseiller général, travail, famille, quartier, c'est-à-dire encadrer les jeunes, école, famille, quartier. Dans les quartiers, il y a des familles qui peuvent encadrer eux-mêmes leurs jeunes. Il y en a d'autres qui ont besoin d'un soutien scolaire pour que les jeunes réussissent, pour que les jeunes ne décrochent pas. Donc il y a une politique à mettre là parce que la CTM aura cette compétence. Développer la politique d'accueil de la petite enfance. Et tout ça, les assistantes maternelles, les réseaux de crèches, il faut soutenir les communes. Ça peut se faire très rapidement. Mais par-dessus tout, ce qui est à la portée de la collectivité qu'il faut mettre au travail tout de suite, ce sont les projets qui sont restés en panne. Nous pensons, il y en a un qui est emblématique, le lycée Chelcher. Les plans, nous les avions déjà préparés. Mais il faut très rapidement lancer un appel d'offres en allotissant. Il faut au moins 26, une trentaine de lots pour qu'il y ait une trentaine de petites entreprises martiniquaises qui peuvent travailler là pendant toute la durée du chantier, qui va durer à peu près 16 mois. Ça peut être mis en place dès 2016. C'est un engagement. Les projets routiers, parce que nous avons vu que toutes les routes départementales ont été laissées à l'abandon. Le patrimoine actuel du Conseil général n'a pas été entretenu. Mais il faut faire une relance du BTP pour remettre à niveau toutes nos routes départementales et tous les bâtiments publics. Et ça va donner également du travail aux entreprises martiniquaises. Ça peut se démarrer tout de suite. Et puis, il y a les grands projets structurants. Prolonger le TCSP jusqu'à l'université, vers le sud en direction de Rivière-Salée, vers le nord en direction de Trinité. C'est des projets qui vont prendre du temps, nous avons ça. Les études, nous les avions déjà lancées. On va pouvoir donc démarrer. Et puis, la mise à 2 fois 2 voies de la RN1, qui part du Lamentin, qui va jusqu'à Trinité. Nous avions entamé, nous avons vu que l'équipe actuelle a achevé simplement ce que nous avions déjà commencé avant son arrivée, mais n'a pas entamé de nouveau.
C'est à la veille des élections, ils ont mis un panneau devant le Robert pour dire qu'ils vont mettre à 2 fois 2 voies entre les deux entrées du Robert. Et bien nous, notre engagement, c'est de poursuivre ce que nous avions déjà commencé et aller à 2 fois 2 voies jusqu'à Trinité et plus tard jusqu'à Sainte-Marie. Pourquoi? Parce que cette route est stratégique. C'est par là que passent tous les camions porte-conteneurs qui évacuent notre banane vers le port. Nous avions commencé ce travail, l'Inchimi l'a arrêté, nous allons le reprendre. Donc, vous voyez, ce sont des choses qui peuvent être prises très rapidement pour donner du boulot aux Martiniquais.